Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'animer ce premier débat de la saison de l'IREMO. On va laisser le téléphone fonctionner et on peut y aller ? Oui. Donc très heureux d'ouvrir cette saison avec Philippe Golub, qui est un des meilleurs spécialiste des États-Unis. Il enseigne à l'université américaine de Paris. Il a écrit récemment, il y a 4 ans, un livre sur une autre histoire de la puissance américaine. Il collabore régulièrement à l'État du Monde. Donc on va essayer de... Avec plaisir, oui, oui, pour nous aussi. Donc on va essayer de parler des États-Unis. Je dois dire que je veux commencer par une autocritique, puisque c'est moi qui ai assumé la présentation de cette rencontre. En fait, on ne peut pas parler de la politique moyen-orientale ou proche-orientale d'Hillary Clinton et de Donald Trump sans faire le bilan de celle de Barack Obama. Sinon, on met les choses à l'envers et on ne s'y retrouve pas. Car en tout état de cause, même si l'hégémonie américaine dans la région est contestée, on l'a vu à Alep ces derniers jours, même d'une manière spectaculaire, les États-Unis restent évidemment un acteur majeur de la région qui nous intéresse, Proche et Moyen-Orient et Méditerranée plus largement. Donc je propose que, comme d'habitude, on donne la parole à Philippe pour une introduction dont il jugera la longueur adaptée, disons entre 20 et 30 minutes. 3-4 heures, oui. On repassera te voir à la fin, tu nous donnes rendez-vous. Et puis ensuite, on pourra débattre ensemble. Il est évident que, pour bien dire les choses, dans mon esprit, il ne s'agit pas que d'Israël-Palestine, évidemment, mais plus généralement des conflits de la région, notamment la guerre civile syrienne, ce qui se passe en Irak, etc. Bref, on a besoin des lumières de Philippe sur l'ensemble de cette situation, et en particulier sur les positions, autant qu'on puisse en juger, des deux candidats. Moi, ce qui me frappe beaucoup, pour moi, c'est toujours une manière d'entrer dans un conflit ou dans une situation, c'est la grande hésitation des dirigeants israéliens, dont beaucoup ont des rapports étroits avec Hillary Clinton, mais dont certains, encore plus extrémistes que d'autres, ont l'air d'être séduits à certains égards par ce que développe Donald Trump. Donc on va essayer de s'y retrouver. Voilà. Merci Dominique, merci à Jean-Paul Chaniolo et à l'IREMO pour cette aimable invitation, et merci à vous tous d'être là, bien sûr. Moi, je suis parti dans tous mes travaux de l'idée qu'on ne peut pas comprendre le présent sans fouiller dans le passé, et pas simplement le passé tout récent, c'est-à-dire Obama, mais un passé un peu plus lointain, car l'ontogénèse des phénomènes politiques sociaux, sur le social, la vie sociale, internationale ou nationale ou locale, ne peut se comprendre qu'à travers une investigation, du moins une mise en perspective historique qui permet de situer le présent dans un contexte un tout petit peu plus long. Et donc, je ne vais pas commencer avec Obama, je vais commencer quand même très rapidement. Hein. Ça ne va pas durer 3 heures. Je voudrais quand même commencer avec une réflexion sur l'institutionnalisation de l'ordre américain moyen-oriental après 1945. Comme vous le savez, et à partir de là, ce qui s'est passé, les moments de rupture qui ont conduit jusqu'à la situation présente aujourd'hui. Comme vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les empires européens commencent à chanceler, les États-Unis étant devenus première puissance mondiale incontestable du point de vue économique, stratégique, en dépit de la présence et de l'existence de l'Union soviétique à l'Est, n'est-ce pas,
50% de la production mondiale, l'essentiel, une domination des connaissances scientifiques, des grands laboratoires, etc., etc. 50% du commerce mondial en 1945. Les États-Unis ont graduellement supplanté les empires européens, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs, tout en soutenant certains, parfois, pendant un certain temps, avant de les supplanter. Je pense à la France en Indochine en particulier, n'est-ce pas? Et par ce processus graduel, mais relativement rapide au plan historique de supplantation, les États-Unis sont devenus dans toutes les grandes régions mondiales qui étaient considérées par les États-Unis et l'Union soviétique de façon symétrique comme ayant un intérêt stratégique vital, sont devenus l'acteur majeur. Les États-Unis sont devenus l'acteur majeur que ce soit au Moyen-Orient, dans le Golfe arabo-persique, en Asie orientale, ou bien sûr en Europe, n'est-ce pas, en Europe occidentale, n'est-ce pas, et en Amérique latine, mais ça de façon tout à fait claire et explicite. C'est une domination qui allait plus loin, hein, qui trouvait ses sources au XIXe siècle et dans les politiques du XIXe siècle. Donc on est dans une configuration en 1945 où les États-Unis, là je vais me focaliser sur le Moyen-Orient et le Golfe, où les États-Unis se retrouvent à remplacer, à supplanter la France et la Grande-Bretagne en particulier, qui auparavant était détenteur des équilibres dans la région, de l'extérieur, n'est-ce pas, à les supplanter, et de façon tout à fait explicite dans la perception des dirigeants américains. Forrestal en 1947, alors que la Grande-Bretagne annonce qu'elle ne pouvait plus financer la guerre civile en Grèce, n'est-ce pas, et qu'elle ne pouvait plus assurer les équilibres en Grèce. Forrestal dit, le ministre de la Navy des États-Unis dit à ce moment-là, les Britanniques viennent d'abdiquer en Méditerranée, mais aussi au Moyen-Orient, avec des implications claires quant à leurs successeurs. Pendant la guerre froide, ce qu'on appelle la guerre froide, je n'aime pas du tout ce terme, puisqu'en fait, la guerre froide était une paix armée en Europe, et partout ailleurs la guerre. Les deux superpuissances ont projeté la guerre à l'extérieur. C'est un point que j'aime à souligner. Pendant la guerre dite froide, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Sud global, dans le Sud, ce qu'on appelait d'antan les tiers-mondes, il y a eu 34 millions de morts, n'est-ce pas, 34 millions de morts pendant la période dite de la guerre froide. Mais utilisons le terme parce que sinon ça devient très compliqué, pendant la période de la compétition bipolaire ou tripolaire, n'est-ce pas? Pendant la période de la guerre froide, les États-Unis ont établi au Moyen-Orient et dans le Golfe un ordre régional relativement stable, il faut bien le dire, organisé autour de trois impératifs stratégiques, qui étaient les impératifs stratégiques que les États-Unis se sont donnés, n'est-ce pas, après la guerre. Le premier impératif stratégique était bien sûr de contenir l'Union soviétique, containment, d'assurer la production, deuxième objectif, d'assurer la production et les flux énergétiques provenant du Golfe arabo-persique, puisque c'était pour l'économie capitaliste mondiale, il était absolument indispensable d'assurer la sécurité de l'approvisionnement, de la production et de l'approvisionnement et de la production de pétrole. Et enfin, un tout petit peu plus tard, un nouvel impératif stratégique s'est développé qui était de garantir la sécurité d'Israël. Cet ensemble, ces trois impératifs stratégiques sont décrits par le chercheur américain Michael Hudson, qui est maintenant à Singapour, mais qui auparavant était à Georgetown University, qui est un arabisant bien connu, comme la Sainte Trinité des intérêts américains au Moyen-Orient. Comme en Amérique latine, comme en Asie orientale, cet ordre, l'ordre américain, qui était bien sûr disputé ici ou là, qui était mis en place en partie par la coercition, je pense à Mossadegh en 1954. Cet ordre reposait, comme en Asie orientale, comme en Amérique latine, dans le monde arabo-islamique, en Iran et en Turquie, sur des régimes conservateurs autoritaires, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas, autoritaires, alliés qui avaient pour fonction, pour les États-Unis, de contenir le potentiel révolutionnaire, les forces révolutionnaires nées de la décolonisation et des luttes sociales d'après l'indépendance, n'est-ce pas, et assurer les déséquilibres Est-Ouest. Parce qu'en réalité, on est en présence d'un très grand déséquilibre entre la puissance américaine et la puissance soviétique. Rétrospectivement, nous le savons très clairement, n'est-ce pas? À l'époque, peut-être pas, mais aujourd'hui, nous le savons très clairement. Il y avait un très grand déséquilibre entre l'Union soviétique et les États-Unis, là comme ailleurs, y compris au plan simplement de leur capacité d'intervention économique.
Donc des États autoritaires régnant sur des sociétés écrasées, pour l'essentiel écrasées, là comme ailleurs, n'est-ce pas, avec cette double fonction contre-révolutionnaire d'un côté, et deuxièmement d'assurer le nouvel équilibre mondial de distribution des forces favorable aux États-Unis. Dans les décennies suivantes, cet ordre a tenu, n'est-ce pas, pour l'essentiel. Le nationalisme arabe, à un certain moment, brièvement, était une force qui semblait pouvoir remettre en cause à la fois l'hégémonie américaine, mais aussi l'hégémonie soviétique. Le non-alignement comme programme politique progressiste, n'est-ce pas, le nationalisme indien, le nationalisme arabe, les nationalismes semblaient pouvoir remettre en cause cette prédominance, mais en réalité, cela n'a pas duré, comme nous le savons, n'est-ce pas. Il y a eu, comme je l'ai dit, Mossadegh 1954 en Iran. Il y a eu le retournement de l'Égypte en 1976 avec le traité de Camp David. Donc la fin de l'expérimentation nassérienne et de la possibilité de mettre en place un nationalisme arabe qui serait autonome à la fois des deux blocs et qui pourrait se tenir sur ses propres pieds, n'est-ce pas? Et ça a tenu jusqu'à cet ordre régional articulé autour de la Turquie, l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël, n'est-ce pas, les grands alliés des États-Unis dans la région. Et le Shah d'Iran, bien sûr. Le Shah d'Iran a tenu jusqu'en 1979 et la révolution iranienne, n'est-ce pas? Les grands objectifs ont été tenus. Les États-Unis ont su et pu tenir l'ordre régional en place, n'est-ce pas? La révolution iranienne va remettre tout cela en cause. C'est un événement du point de vue américain. Du point de vue états-unisien, la révolution iranienne constitue un événement stratégique d'une importance plus grande que la défaite au Vietnam. Je ne sais pas si je vous surprends en disant cela, mais c'est vrai. Si vous lisez de très près les mémoires de Henry Kissinger, alors c'est très long, je ne vous suggère pas cette lecture, vous pouvez me croire, mais Henry Kissinger y fait allusion dans ses mémoires en notant à son propre, en se glorifiant lui-même, à son propre profil, n'est-ce pas? C'est un plaidoyer pro domo, qu'après tout, la défaite du Vietnam n'était qu'un moment dans un changement de stratégie générale en Asie. C'est-à-dire que les États-Unis, quelques années plus tard, n'est-ce pas, après 1975, effectivement, ont fait basculer les équilibres en établissant une alliance stratégique, il faut bien le dire, une alliance stratégique avec Mao Tse-tung lors des négociations secrètes de Kissinger, puis de la rencontre historique, comme ils le disent, entre Richard Nixon et Mao Tse-tung en 1972. L'Iran, dans ce sens-là, donc, ils ont transformé une défaite en victoire, une défaite stratégique en victoire. Le Vietnam, dans ce sens-là, dans ce sens stratégique-là, n'a pas été une défaite. C'est une défaite sur d'autres dimensions, n'est-ce pas? Mais la révolution iranienne constitue un problème beaucoup plus important pour les États-Unis, parce que là, il s'agissait effectivement du nœud économique mondial que constitue le pétrole. C'est une remise en cause fondamentale de la présence américaine dans la région. Et c'est une remise en cause fondamentale des équilibres, n'est-ce pas? Des équilibres et de la possibilité de gérer la situation dans le Golfe arabo-persique et plus généralement au Moyen-Orient. Et à partir de cette date-là, on verra les États-Unis passer d'une politique d'intervention à distance à une politique d'intervention de plus en plus poussée dans la région, de plus en plus directe, de plus en plus affirmée, d'intervention politico-militaire, n'est-ce pas? On le voit avec la doctrine Carter en 1979-1980, qui est une nouvelle doctrine américaine qui rompt avec la doctrine Eisenhower, qui était la gestion à distance et qui pousse vers la création d'unités, d'une intervention militaire de plus en plus poussée dans la région. On le voit dans la manière dont les États-Unis vont gérer de leur côté la guerre Iran-Irak, n'est-ce pas? Les États-Unis poussent Saddam Hussein à rentrer en guerre contre l'Iran du fait de leur défaite en Iran, justement, du fait de ce qui vient de se passer en Iran. Ils poussent Saddam Hussein à intervenir en Iran et pendant toute la guerre, tout au long de la guerre, n'est-ce pas, les États-Unis vont soutenir Saddam Hussein avec du renseignement, avec des livraisons d'armes, avec toute une série de choses, y compris au moment même où les Irakiens, où Saddam Hussein bombarde les Kurdes avec des armes chimiques à Labjan, n'est-ce pas, en 1984. Il y a la photo fameuse de Donald Rumsfeld arrivant à Bagdad et serrant la main de Saddam Hussein
au moment même ou juste après les bombardements de Halabja, n'est-ce pas? Les États-Unis vont soutenir l'Irak dans cet effort, puis en même temps après, alors que quand il semblait que l'Irak allait peut-être gagner la guerre, soutenir l'Iran en sous-main dans les dernières années de la guerre pour rétablir l'équilibre in fine, n'est-ce pas, entre les deux. 1 million de morts. Évidemment, les États-Unis ne sont pas responsables de ce million de morts, mais les États-Unis ont été un acteur principal dans ce jeu-là. La France, bien sûr, a soutenu Saddam Hussein de la même façon, l'Union soviétique aussi, mais les États-Unis ont été un acteur important là-dedans. À la fin de la guerre, que se passe-t-il, n'est-ce pas? On arrive en 1988, au début de la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique va s'écrouler, comme on sait. Le mur de Berlin tombe. Le mur de Berlin tombe, et Saddam Hussein se croit en capacité d'agir alors que les États-Unis sont distraits en Europe et ailleurs, et s'engagent dans cette aventure complètement idiote. Assez typique d'ailleurs de certains dictateurs, en envahissant le Koweït. Quels que soient les raisonnements compliqués qui ont présidé à cette intervention, les États-Unis, comme vous le savez, vont mettre en place une coalition internationale pour repousser Saddam Hussein avec succès, sans faire tomber le gouvernement. Mais c'est le début d'un engagement de plus en plus lourd américain militaire dans la région. Après 90-91, les États-Unis vont installer des bases militaires importantes en Arabie saoudite et dans le Golfe arabo-persique. Une des raisons pour lesquelles Osama Bin Laden va, du moins dans ses déclarations, se lancer dans la croisade anti-américaine qui va mener après. Les États-Unis engagent de plus en plus de forces. Ils construisent le commandement militaire. Ils vont bâtir le commandement militaire américain, The Central Command, pour en faire un outil permanent d'intervention massif au Moyen-Orient et dans le Golfe. Bref, il y a un engagement de plus en plus poussé, n'est-ce pas, qui va s'opérer. Et après 90, le gouvernement américain va mener une politique d'endiguement dual, ils l'ont appelé ainsi, dual containment. Dual containment. Contre Saddam Hussein d'un côté et contre les Iraniens de l'autre. Bref, pour aller très vite, ceci nous mène par des voies historiques indirectes, par les ruses de la raison historique, n'est-ce pas, à 2001 et 2003, l'invasion américaine en Irak. Hein. Tout cela a débouché fatidiquement en 2003 sur l'invasion américaine en Irak, qui n'était pas une intervention nécessaire, mais c'était une intervention possible. C'était inscrit dans cet interventionnisme de plus en plus poussé qui avait été dans la logique des 20 années qui avaient précédé. Comme vous le savez, la France a eu raison, me semble-t-il, la France officielle, en 2003, de dénoncer l'intervention américaine. Et comme vous le savez, en démantelant les structures étatiques irakiennes, la très longue guerre, qui continue aujourd'hui sous d'autres formes, et l'occupation qui s'ensuivirent, conduisirent à l'éclatement du pays selon les lignes confessionnelles et ethniques, provoquant une onde de choc régionale dont l'amplitude se révèle aujourd'hui en Syrie. Hein. Si la hiérarchie des motivations à l'origine de l'invasion reste sujet à débat, n'est-ce pas? Démocratisation, armes de destruction massive, désir de puissance, bon, etc., tout ça, n'est-ce pas? L'intervention s'est incontestablement révélée, et je vous cite quelqu'un qui n'est pas un ami personnel ni politique, mais qui a eu un jugement juste sur cette question à l'époque, une calamité historique, stratégique et morale pour les États-Unis et le monde, selon la formule de Zbigniew Brzezinski, comme on dit ici, représentant du courant réaliste de politique étrangère et de sécurité des États-Unis. Une calamité historique, stratégique et morale, n'est-ce pas? Il a tout à fait raison, étant donné ce que nous savons depuis du déroulement des événements. Alors que la guerre et l'occupation étaient censées démontrer, la guerre en tout cas, que la puissance américaine ne pouvait pas être défiée, c'était une des motivations importantes, n'est-ce pas, des néoconservateurs, de montrer que la puissance américaine ne pouvait pas être défiée. La guerre a mis en lumière, au contraire, les limites de l'outil militaire. Les limites de l'outil militaire dans le cadre de la mondialisation postcoloniale. Et je pense qu'il faudrait réfléchir très, très, très puissamment sur la question de savoir si ceux qui aujourd'hui demandent des interventions de plus en plus poussées dans la région ont
réfléchi correctement sur ce que ça veut dire aujourd'hui intervenir dans des conditions justement de mondialisation postcoloniale. Deuxièmement, au lieu de créer un nouvel ordre démocratique dans le Moyen-Orient, en supposant que ce fût vraiment un début des États-Unis, le Grand Moyen-Orient, qui est un concept géopolitique artificiel, n'est-ce pas? La guerre et l'occupation ont accentué les fractures latentes des sociétés, débouché sur des guerres civiles et sur la montée en puissance périlleuse de ce que nous savons aujourd'hui, les mouvements salafistes transnationaux. Elle a créé un précédent aussi, l'intervention a créé un précédent, autorisant de fait des interventions extérieures par les grandes puissances dans la région. Et l'intervention russe aujourd'hui n'est que le pendant, quelque part, n'est-ce pas, de l'intervention en Syrie, de l'intervention américaine en Irak en 2003. Un précédent a été créé, un précédent important. Et enfin, du fait de la violation du droit international, prohibition des guerres préventives, et du droit humanitaire international, prohibition de la torture, cette guerre de choix a causé des dégâts importants à l'image et l'autorité des États-Unis. Quand Obama arrive au pouvoir, c'est devant cette lamentable situation qu'il fait face. C'est à cette lamentable situation qu'il fait face. Et pour lui, la question qui est posée est la question de tant soit peu, réparer les dégâts, n'est-ce pas? Essayer de rétablir un tant soit peu de crédibilité et de légitimité américaine par le discours du Caire, par le discours, les beaux discours, n'est-ce pas? Discours du Caire de 2009, que ce soit par l'action, la main tendue timide vis-à-vis de l'Iran déjà en 2009, mais aussi son effort extrêmement timide et qui n'a jamais abouti sur Israël et Palestine en 2010, surtout 2009, n'est-ce pas? Obama tentait de réparer les dégâts pour restaurer la puissance américaine et il n'est pas arrivé à ses fins et pour des raisons qui sont des raisons, me semble-t-il, objectives, n'est-ce pas? Objectives à la fois régionales et mondiales et nationales américaines, n'est-ce pas? Les États-Unis ont commencé à partir de 2004, 2005, 2006 à perdre le contrôle à la fois de l'ordre régional, mais aussi des dynamiques générales sur lesquelles ils pouvaient influer pendant cette période que nous appelons la guerre froide. Les dynamiques internes et les dynamiques externes, les dynamiques entre États régionaux et les dynamiques à l'intérieur des États. Les États-Unis ne pouvaient plus, tout en étant la première puissance mondiale, tout en restant la première puissance mondiale, ne pouvaient plus influencer sur les événements de la même manière qu'ils pouvaient le faire par le passé. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle, dans le Golfe arabo-persique, mais plus généralement le Proche et le Moyen-Orient, ont été et sont profondément déstabilisés. Les États-nations se sont effondrés et je ne vois pas comment ils pourraient être recollés. Les morceaux de ces États-nations qui ont été construits sur des fondements coloniaux mal pensés. Irak, Syrie, Libye, Yémen et d'autres, où les fractures internes s'accentuent, le Liban, l'Égypte, etc. Des rivalités interétatiques, l'Iran contre les pétromonarchies sunnites et vice-versa, par exemple, se sont aiguisées. La guerre est devenue les guerres civiles, les guerres par procuration. La guerre est devenue un fait permanent, n'est-ce pas? Un fait permanent sur lequel aucune puissance extérieure ne peut influencer pour changer la dynamique générale, n'est-ce pas? La Russie est intervenue pour rééquilibrer les forces en Syrie même, mais la Russie est totalement incapable de changer la donne générale au Moyen-Orient. L'Europe en est foncièrement incapable. La France seule n'en a pas les moyens, en supposant qu'elle ait une politique dont on ne connaît pas exactement à la fois les prémices et la théorie politique qui irait derrière. Bref, et la Chine ne veut pas s'impliquer. Chine, puissance mondiale montante, n'est-ce pas? Donc on ne voit pas quel acteur international important pourrait intervenir de façon décisive pour changer le cours des événements. Pour les États-Unis, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les États-Unis l'ordre régional américain a vécu. Les États-Unis, les alliés historiques des États-Unis sont des alliés devenus extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Turquie, Erdogan, il y a des conflits avec les États-Unis sur plusieurs dimensions, n'est-ce pas?
l'Arabie saoudite, les relations saoudiennes-américaines sont les plus mauvaises depuis le début de l'alliance en 1944. Il y a des tensions très fortes entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et il y a bien sûr le très inconfortable et incontournable M. Netanyahou et sa coalition extrémiste en Israël, qui pose problème pour les États-Unis, puisque les États-Unis ne peuvent pas, en réalité, peser, sauf changement radical de la politique américaine vis-à-vis d'Israël, sur les comportements d'Israël. Bref, les États-Unis, leurs plus proches alliés historiques, sont des alliés, s'ils sont encore des alliés, c'est une question qui se pose, s'ils sont encore des alliés, sont des alliés bien encombrants et bien difficiles. Sur le reste, les États-Unis ne peuvent pas peser sur la sociologie, sur les changements sociologiques à l'intérieur des sociétés arabes, sur la transformation, les transformations politiques et sociales qui ont conduit au bouleversement de 2011-2012, les printemps arabes qui sont devenus des hivers arabes. N'étant plus maître du jeu, que peuvent faire les États-Unis? Donc on en reviendra aux deux candidats dont tu veux parler, Dominique. Hein? Que peuvent faire les États-Unis? Je pense, en fait, très peu. En fait, très peu. Mais avant que tu en viennes aux deux candidats... Non, c'est toi, je te laisse la parole et tu me poses une question. Je me souviens d'un débat à l'IREMO, enfin c'était encore rue Basse-des-Carmes, où tu polémiquais contre l'idée de retrait, contre l'idée que la politique de Barack Obama soit une politique de retrait. Tu disais non, les États-Unis ont encore les moyens de maintenir une politique sans avoir de nécessité de retrait. Alors, avec le recul... Il ne s'est pas retiré, Obama. Oui, mais c'est ça que tu disais. Il ne s'est pas retiré. Non, il ne s'est pas retiré. Les États-Unis, si on regarde les différents acteurs qui sont les acteurs qui interviennent dans la région, les États-Unis sont l'acteur principal externe, encore qui peut intervenir et qui intervient, mais qui ne peut pas intervenir de façon décisive. Une différence entre l'idée d'un retrait américain du monde, l'isolationnisme, un nouvel isolationnisme américain où les États-Unis se contenteraient d'être une immense île marginalement protégée par deux grands océans, n'est-ce pas, dans un monde turbulent. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, l'idée que les États-Unis, tout en restant une puissance présente sur tous ces terrains-là, et longtemps, ne peut pas façonner les équilibres de la même façon, les transformations de la même façon qu'ils le pouvaient, qu'ils ont su et pu le faire pendant très 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 longtemps. C'est-à-dire qu'on arrive là, il y a une différenciation à opérer entre les limites de la puissance, et la non-puissance, n'est-ce pas, et le retrait. Ce ne sont pas les mêmes choses. Merci de l'avoir rappelé. Voilà, je vous laisse ça comme ça et puis ouvrir le débat. Merci Philippe, c'est à vous. Je ne sais pas qui veut poser la première question de l'année. Et sur les candidats, alors, ils annoncent un programme. Ils annoncent un programme. Tu n'y échapperas pas. Okay. Un programme pour quoi faire? Alors, Donald Trump dit, alors il va peut-être faire ce qu'il dit, je ne sais pas, c'est possible, en supposant qu'il soit élu. Il dit qu'il va user de la force partout. Et que sa volonté seule suffira à régler les grands problèmes du monde. Sa volonté personnelle, quelle que soit sa volonté. On ne connaît pas sa volonté. Lui-même ne connaît pas sa propre volonté. Puisque c'est vrai. C'est une volonté de puissance générale, dont l'articulation particulière dans tel ou tel domaine est inconnue de tout le monde, y compris de lui-même, pour l'instant. N'est-ce pas? Que fera-t-il vis-à-vis de l'Iran? Il dit qu'il n'aime pas trop l'Iran. Voilà ce qu'il a dit pour l'instant. Il n'aime pas trop l'Iran. Okay. Il n'aime pas trop l'Iran. C'est pas une politique, ça. Il aime plutôt Israël. C'est ce qu'il dit. Il aime plutôt Israël, il n'aime pas trop l'Iran. Et quant aux Arabes, en général, les Arabes, n'est-ce pas? Quant aux Arabes, il n'aime pas trop non plus, n'est-ce pas? On arrête l'immigration. Que ferait-il en tant que commandant en chef des forces armées américaines? Que ferait-il
Il va déployer des forces contre qui? Pour quelle raison et quel but? Dans quel objectif? Il ne peut pas dire aux institutions américaines. Il y a des logiques institutionnelles. Comme il a la puissance, c'est vrai, en tant que président des États-Unis, il a potentiellement la puissance de diriger, de se lancer en guerre, n'est-ce pas? Et de demander l'autorisation a posteriori au Congrès, n'est-ce pas? Parce que c'est là l'accumulation de la puissance de l'exécutif américain depuis 30 ans. Mais les institutions vont résister. Ils ne sont pas tous complètement idiots au sein ils ne sont peut-être pas sympathiques, mais ils sont pas idiots au sein de l'appareil militaire américain. Ils ne sont pas idiots, les dirigeants des services de renseignement externes qui regardent le monde. Ce sont des gens informés, n'est-ce pas? La quasi-totalité des grandes figures, ce n'est pas des copains à moi, hein, mais la quasi-totalité des grandes figures de l'establishment, qu'on appelle comme ça, l'establishment de politique étrangère et de sécurité américain républicain, ont publiquement écrit une lettre dénonçant Donald Trump. Donc il aura les institutions contre lui. Et ce sera, du point de vue des sciences politiques et de la sociologie, ce sera intéressant comme objet d'analyse de voir si les institutions façonnent l'homme ou si l'individu peut transcender les institutions. Et ça, c'est pour un travail académique. C'est pas, on verra le résultat plus concrètement. Hillary Clinton, ce sera une politique sans doute plus interventionniste, un peu plus classique, un effort de maintien ou de développement de la prédominance américaine dans la région. Elle sera moins prudente qu'Obama, sans doute, et ceci en supposant qu'elle soit élue. Je pense qu'elle sera plus interventionniste, libérale dans le sens, par exemple, d'une présidence de type Kennedy avec quelques relents de néoconservatisme, parce qu'il y a beaucoup de néoconservateurs qui la soutiennent, que Obama, qui a au fond été un président réaliste, conservateur et prudent. Et je pense que pour cette raison, il nous manquera de ce point de vue-là. L'avantage avec Hillary Clinton, c'est qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'elle a été à l'œuvre et qu'on sait très bien, par exemple, ou à peu près, on sait très bien qu'elle était favorable à l'intervention américaine en Syrie à l'automne 2013, quand Obama n'en voulait pas. Pauvre Arafat était plus dans le coup. Elle était favorable à l'intervention en Libye que Obama a tout fait pour éviter, jusqu'au dernier moment. Bref, on sait qu'il y a cette tendance interventionniste. On sait aussi que dans l'affaire iranienne, elle était beaucoup moins engagée que ne l'était Obama en direction d'un accord comme celui qui a été signé le 14 juillet, etc. Bref, on a quand même des points de repère qui font que, je ne dis pas qu'on est dans le blanc bonnet blanc, mais enfin, on ne peut pas non plus rosir exceptionnellement Hillary Clinton en comparaison, comme certains le font d'Alain Juppé par rapport à Nicolas Sarkozy. Il y a toujours un danger à fonctionner avec la volonté de rosir un des termes de l'alternative. Il y aura plus de prévisibilité. Oui. Précisément, Dominique, un cas d'école, le dossier syrien. Pour autant qu'on puisse le discerner, Donald Trump semble éprouver une certaine forme de fascination pour le maniement du knout à la mode Poutine. Est-ce que ceci pourrait conduire à une sorte de normalisation en accord avec Moscou pour perpétuer un régime post-Assad avec ou sans l'intéressé, Bachar? Est-ce que ça ne conduirait pas paradoxalement à une alliance de revers avec l'Iran, qui apparaît pour d'assez bonnes raisons comme un soutien indéfectible de Damas aujourd'hui? Il est vrai que Donald Trump a plusieurs fois exprimé son admiration pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas, en revanche, exprimé son admiration pour Donald Trump.
dans la logique des choses, dans la logique des choses, en supposant que Trump est en train de dire des choses auxquelles il croit, il y aura un réchauffement des relations russo-américaines. Reste que, encore une fois, il y a des logiques, à la fois des logiques d'intérêt, des logiques institutionnelles, des logiques... Donald Trump n'est pas tout seul. Le président des États-Unis a beau être puissant, il ne peut pas tout décider. Il y a des forces politiques et sociales au sein de l'État américain qui pensent tout à fait autrement, n'est-ce pas? Qui pensent tout à fait autrement. Donc on ne peut pas savoir exactement quel serait le degré d'intimité qui serait établi entre Donald Trump, en supposant évidemment qu'il soit élu, et Vladimir Poutine. Évidemment, si on assiste à un basculement des relations dans ce sens-là, ça changera la donne en Syrie, bien évidemment. Bien évidemment. On n'était pas loin, il y a quelques jours, n'est-ce pas, d'un accord russo-américain qui allait dans ce sens-là sans aller tout à fait au fond dans ce sens-là, n'est-ce pas? Mais Obama semblait accepter, faute d'alternative viable, semblait accepter l'idée que quand même la présence russe était devenue incontournable et que in fine, il valait mieux effectivement ouvrir la possibilité d'un dialogue indirect avec Assad pour pouvoir peut-être après trouver une alternative à Assad dans un système politique stabilisé avec d'autres acteurs venant du régime Assad, n'est-ce pas? C'était une négociation avec les Russes quant à la transition interne du régime syrien. Ce que, à mon sens, les Russes seraient parfaitement aptes à accepter sous certaines conditions. Entre-temps, il y a eu des événements qui peut-être remettront totalement en cause ce rapprochement partiel entre Russes et Américains. Est-ce qu'on peut simplement imaginer un rapprochement russo-américain au Proche-Orient, au Moyen-Orient, sans que ça ait des conséquences sur la politique de l'OTAN en Europe? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un accord sur la Syrie sans avoir un accord sur l'Ukraine? Et Michael Clair, dans un papier très intéressant, il faut dire, du Monde diplomatique de ce mois-ci, nous dit en gros, vous n'avez rien compris à la politique d'Obama. L'essentiel n'est pas ce que vous avez dit, l'essentiel c'est la reconstruction d'un système agressif à l'égard de la Russie, du même type que celui qui existait à l'égard de l'Union soviétique autrefois. Quid d'un accord, je veux dire, global russo-américain? Oui, j'admire beaucoup Michael Clair, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point-là. D'abord sur la Russie. Les États-Unis, Obama et les élites, si on veut bien les appeler les élites, l'establishment de politique étrangère et de sécurité américain, le consensus large au sein de cet establishment-là, c'est que la Russie, en tant que puissance moyenne, c'est très bien. Et de ne pas laisser se reconstituer la puissance russe et faire en sorte que cette puissance ne se reconstitue pas, ce qui n'est pas très difficile étant donné les difficultés très importantes que connaît la Russie, à la fois au niveau économique, du point de vue de la réorganisation de son système de production technologique, de ses difficultés sur les marchés internationaux, etc. Je veux dire, les cours du pétrole, mais c'est-à-dire la dépendance russe sur les hydrocarbures démontre une vulnérabilité énorme. Les chiffres du PIB sont parlants. Le PIB de la Russie aujourd'hui équivaut à peu près au PIB de la France, n'est-ce pas? Avec un pays qui est immensément plus grand au plan géographique et qui a une population de 2,5 fois la population française. Le PIB par habitant de la Russie est de 14 800 $ par habitant, n'est-ce pas? Donc on est très, 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 très loin d'une Russie qui serait en mesure de peser sur l'échiquier mondial dans son ensemble. La Russie peut jouer en Ukraine, on l'a vu, et en Syrie, et être un acteur, et veut démontrer qu'ils sont un acteur. Les États-Unis veulent pas contenir la Russie comme ils ont mené une politique d'endiguement de l'Union soviétique, ils veulent contenir la Russie
dans le cadre de son existence en tant que puissance moyenne. Si vous pensez que c'est arrogant, vous pensez que c'est arrogant. Mais c'est une politique classique, au fond, classique de puissance. Tout comme les États-Unis n'aiment pas beaucoup la perspective de voir la Chine devenir une puissance mondiale équivalente à celle des États-Unis. C'est pas tellement l'idéologie qui préside à ce constat-là, à cette détermination-là. Est-ce qu'un revirement russo-américain est possible sous Clinton? Non. Bien évidemment, non. Sous Trump, on ne le sait pas. Je pense qu'il y a un domaine d'incertitude tel sous Trump que personne ne peut dire aujourd'hui quels seraient les contours réels d'une politique étrangère américaine sous quelqu'un d'aussi peu cohérent et peu fiable, n'est-ce pas? Mais je veux bien vous répondre sur Trump. Je peux vous parler de son histoire personnelle, par exemple. Je peux vous dire des choses qui vous éclairent sur lui, son père, l'idéologie de son père. Son père était un isolationniste. America First. Il faisait partie d'un mouvement aux États-Unis qui s'appelait America First, qui était le groupement politique qui articulait les visions des isolationnistes aux États-Unis, des soi-disant isolationnistes aux États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas? Son père était affilié à deux organisations d'extrême droite racistes, pour dire le moins, n'est-ce pas? The John Birch Society, la société John Birch, et de façon un peu plus indirecte, le Ku Klux Klan, des organisations sympathiques, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je ne sais pas, il y a un livre fameux du sociologue américain Richard Hofstadter qui s'appelle The Paranoid Style of American Politics, le style paranoïaque de la politique américaine, qui parle justement hein? Qui parle de Goldwater, de Barry Goldwater. Oui, qui parle des gens, oui, de Goldwater, des gens autour de Goldwater et tout ça, mais ça marche très, 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 très bien avec Trump et les gens qui sont autour de Trump, n'est-ce pas? Hein? Donc, il y a des engagements idéologiques profonds qui viennent de sources familiales qui nous disent quelque chose sur le système de croyance du candidat, n'est-ce pas? Mais qui ne nous disent rien sur les politiques éventuelles qui pourraient mener ici ou là dans le monde. Il a dit il s'en foutait de l'OTAN. Alors, je veux dire, du point de vue de la puissance américaine, c'est une folie furieuse de dire une chose pareille, n'est-ce pas? Il dit que les Alliés ne payent pas, bye bye NATO. Yeah, OK. Et sans l'OTAN, l'Amérique n'est plus une puissance européenne. Grâce à l'OTAN, les États-Unis sont une puissance européenne. Même si les Européens n'aiment pas penser ça comme ça. Aux États-Unis, on pense ça comme ça. Une puissance européenne. D'ailleurs, la puissance prédominante pour ce qui concerne les questions de sécurité en Europe. N'est-ce pas? Puisque l'Europe n'est pas en mesure de décider pour elle-même de ses propres conditions de sécurité. On a vu, on a revu, etc. Mais il faut lire les textes américains. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire mes préférences. Là. Mes préférences sont implicites dans ce que je dis, mais je ne suis pas en train de vous expliciter mes préférences. Je vous dis ce que pensent les Américains sur ça. Dire bye bye NATO, c'est d'un point de vue de la pérennité, de la prédominance américaine dans le système international, une folie. N'est-ce pas? Une folie. Et c'est pour ça, j'ai pensé à plusieurs reprises que Donald Trump ne survivrait peut-être pas à l'élection présidentielle. Il dit des choses il fait des choses qui sont telles. Il menace physiquement Hillary Clinton en disant il faut que les gens qui aiment les armes aux États-Unis fassent une démonstration de leur... Donc, on sait beaucoup sur le personnage, mais on sait très peu sur les implications de ce qu'est le personnage sur ses politiques internationales. Bonjour. Vous pensez que Obama peut se représenter? Oui, vous parlez des relations entre les Russes et les Américains. Moi, j'ai eu l'impression que la trêve à laquelle ils ont abouti, c'est peut-être pour s'entendre au sujet de Raqqa et de Daesh. Parce que Obama, j'ai l'impression qu'il veut lancer une offensive sur Raqqa pour la mettre à son bilan avant de partir. Est-ce que vous pensez qu'un rapprochement à ce sujet est possible pour Mossoul aussi? Et est-ce qu'il pourrait dépasser Obama? Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapprochement au sujet de Daesh? La prochaine administration ou sous Obama? Sous Obama et
après. Il y a des pourparlers en cours. Ça fait très longtemps que Russes et Américains essaient de s'accorder sur leurs différents objectifs en Syrie vis-à-vis de l'État islamique et tout le reste. Il y a eu des hésitations très fortes d'un côté comme de l'autre sur la question de comment se rapprocher. Hésitation surtout côté américain. Je pense que l'objectif premier des États-Unis sous Obama, c'est-à-dire pour pas très longtemps encore, sous Obama, c'est effectivement d'écraser Daesh autant que possible. Et je pense qu'Obama voudrait que son bilan, dans les choses qui rentreront dans son bilan, il y aura eu le règlement ou le début d'un règlement de cette question. Est-ce qu'après les événements de la dernière semaine, ça arrivera? Je ne sais pas. Les contacts russo-américains sont en cours. J'essaie de ne pas trop essayer de deviner ce que décident derrière les coulisses les diplomates du monde, parce que je ne suis pas informé à ce niveau-là, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'informations concrètes à ce niveau-là. Philippe, une chose, on en parlait avant de commencer la rencontre. Ce qui s'est passé avec le convoi humanitaire est quand même très frappant, quoi. Parce que ce convoi a fait l'objet de négociations très précises. Chacun savait où il se trouvait, à quel moment, etc. Et il a été bombardé par des avions. Donc, quand même, ça peut être que l'aviation syrienne ou l'aviation russe. Donc, si c'est ça, c'est quand même un sacré bras d'honneur en plein milieu d'une négociation en vue d'une trêve, etc. Certains médias russes disent que dans le bombardement américain des troupes syriennes, il y a eu une dizaine de forces spéciales russes qui ont été atteintes. Donc voilà, on est là dans des dynamiques qui sont des dynamiques qui ne sont pas coopératives et qui ne vont pas dans le sens d'un accord, n'est-ce pas? À part le fait que c'est une violation du droit humanitaire international. Il faut quand même le dire, non? Alors, à propos de Hillary Clinton, justement, est-ce qu'on peut faire un peu de kremlinologie washingtonienne pour essayer, même si évidemment on ne peut pas juger exactement de ses intentions et il peut y avoir des situations très imprévisibles et il se peut aussi qu'elle cache un peu son jeu, mais dans ses discours de campagne, elle dit tout le temps « Non, je ne mettrai pas des troupes au sol en Syrie ». Est-ce qu'il est possible de juger d'après son entourage, d'après les conseillers qui la renseignent et de son équipe possible, une fois élue, peut-être, est-ce qu'à partir de là, il y a des indices de la politique qu'elle peut mener? Je vous présente Jim Cohen, qui est un grand connaisseur de la question et qui pourrait répondre à ma place à sa propre question. Mais toi, tu répondras mieux, non? Oui, non, je pense que les contours généraux de la politique internationale de Hillary Clinton sont assez clairs. Une politique plus affirmée peut-être pas de confrontation, mais du moins une politique plus affirmée vis-à-vis de la Russie. Une politique d'intervention plus claire, dans le sens de plus affirmée, encore une fois, pas plus claire nécessairement du point de vue des objectifs, au Moyen-Orient et dans le Golfe, n'est-ce pas? Ça fait partie du discours constant de la candidate, et d'ailleurs du ministre avant la candidate, de l'utilisation des forces armées américaines de façon limitée pour assurer les objectifs stratégiques américains, quels que soient ces objectifs stratégiques. La définition générale de ces objectifs n'étant pas faite, n'est-ce pas? Une alliance rénovée et forte avec Israël, qui fait partie de ce que Hillary Clinton affirme depuis toujours, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment elle s'entendra avec Netanyahou, mais elle est quand même beaucoup plus proche de l'État israélien, du gouvernement israélien qu'Obama, qui entretient des relations exécrables avec l'équipe actuelle en Israël. Une politique plus confrontationniste vis-à-vis de l'Iran, ce qui pourrait faire basculer les équilibres en Iran en direction des forces politiques et sociales en Iran qui ne sont pas en faveur d'un accord à long terme. Bref, une politique qui s'apparenterait à un mélange entre la politique de John F. Kennedy,
John F. Kennedy, très interventionniste, très pro-israélienne, etc., très affirmé de la puissance, une politique très affirmée de la puissance. Hein. Ça, c'est le vrai John F. Kennedy, n'est-ce pas? Et peut-être un peu des politiques de type, je sais pas, un mélange des politiques classiques de puissance américaine. Mais là encore, la question se pose, mais pourquoi faire? Pour établir des équilibres, pour restaurer quelque chose. Ce sera la gestion de ce qui est. Inévitablement, même les interventions seront de la gestion de ce qui est. Et je ne suis pas du tout sûr que Hillary Clinton ait les moyens d'intervenir de façon décisive en Syrie pour changer la donne. C'est-à-dire, que ferait-elle exactement? Hillary Clinton bombarderait-elle? Ce n'est pas du tout évident. Peut-être oui, peut-être non. Parce que les conséquences de l'utilisation des moyens ne sont pas encore établies, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la population américaine aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, la population américaine ne veut plus de grandes aventures externes, n'est-ce pas? Les coûts sont trop élevés, les coûts psychologiques, les coûts idéologiques, les coûts humains, les coûts financiers, n'est-ce pas? Ça pourrait changer en cas de crise dramatique, mais il faudrait une crise dramatique internationale ou sur le sol américain pour provoquer un surcroît d'interventionnisme qui permettrait une nouvelle grande aventure dans la région. Donc je pense que ce sera plus d'interventionnisme avec des démonstrations de puissance, mais sans aller jusqu'aux aventures néoconservatrices des années 2000, 2003, 2008. Mais ça, ce sont des prognoses vagues. Et vous, monsieur Jim Cohen, qu'en pensez-vous? Mais je ne sais pas si ma question a une réponse. Luc Beyer, député honoraire au Parlement européen. Nous avons deux candidats, Trump et Hillary Clinton, qui semblent l'un et l'autre assez peu populaires, finalement. C'est incontestable. Oui, c'est un euphémisme de le dire. Mais au-delà, je dirais, des idéologies, au-delà des sympathies ou des allergies, si le pire devait arriver, je pense que nous sommes à peu près tous d'accord pour qualifier Donald Trump de pire, est-il en dehors, je dirais, de sa politique, que nous l'approuvions, que nous la détestions, est-ce qu'il a suffisamment de compétences pour devenir ainsi président des États-Unis? Et ça nous rend, je pense, tous extrêmement inquiets. Mais je saisis au vol ce que vous m'avez dit en parlant d'un establishment républicain, une partie de l'establishment républicain, sécuritaire républicain, qui s'est prononcé contre lui. Et je me souviens d'avoir rencontré, en son temps et comme parlementaire, j'ai rencontré Ronald Reagan. Et ce qui m'avait frappé, à tort ou à raison, je suis loin d'être un spécialiste des États-Unis, mais c'était son extraordinaire rôle de représentation, plus finalement que d'exécution. Et je me demande si, effectivement, si le pire devait arriver, est-ce que Trump pourrait être neutralisé en quelque sorte par l'establishment, par les institutions, mais est-ce que les institutions ont des hommes qui peuvent finalement décider? Et pour prendre le pire du pire, le bouton nucléaire, qui est en décision de presser ou non le bouton nucléaire? Donc voilà une question pleine d'incertitude dans la formulation et pleine d'anxiété pour la réponse qui pourrait y être apportée. Je vous remercie. Pour ce qui est du bouton nucléaire, il ne peut pas le pousser tout seul. Hein. Non, il ne peut pas. Il y a des officiers avec un système électronique, avec des codes, des codages et tout ça. Il peut donner l'ordre, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui peuvent ne pas suivre l'ordre, n'est-ce pas? Au fond, votre question revient à questionner ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire est-ce que qui est une question de théorie politique, est-ce que les hommes sont faits par les institutions, les structures sociales? Est-ce que les structures sociales et les institutions déterminent les marges de manœuvre de liberté des acteurs politiques?
dans ce cas-là, mais on peut généraliser cette question, ou est-ce que l'individu, quel qu'il soit, celui-là, le dirigeant charismatico-démagogique, n'est-ce pas, peut seul décider de la destinée d'un pays aussi complexe, aussi grand et aussi puissant que les États-Unis. Alors, nous n'avons pas d'éléments, nous n'avons pas de réponse à cette question aujourd'hui. Je pense personnellement, mais ça c'est à cause d'un a priori de théorie politique, que les institutions vont nécessairement contraindre l'individu. Contraindre l'individu. Si j'ai tort, too bad for all of us. Hein? Je pense que les institutions ont cette capacité-là de façonner les comportements individuels. Il arrivera au pouvoir. Arrivant au pouvoir, il découvrira inévitablement l'étendue des engagements américains dans le monde, l'étendue de l'inextricable interdépendance des États-Unis avec le reste du monde. D'ailleurs, interdépendance qui garantit aux États-Unis sa position de puissance. Car sans cette interdépendance-là, nous ne sommes pas en 1850. Hein. En 1850, la question aurait été différente. Se serait posée différemment. Mais même en 1850, n'est-ce pas? Il fallait bien continuer à commercer, n'est-ce pas? Commercer. Donc, je pense, à partir d'un a priori de théorie politique, que les institutions vont contraindre l'individu. J'espère avoir raison. Voilà. Juste sur la question des compétences, enfin, moi je me méfie beaucoup quand même des images qu'on a et que les gens projettent d'eux-mêmes. Hein. Je ne nie pas que Trump soit très antipathique. Mais enfin, Ronald Reagan n'était pas vraiment quelqu'un de très compétent quand il a été élu. Et non seulement il a réussi à faire 2 mandats, si je ne me trompe. Oui, mais il était souriant, lui. Et il restera dans l'histoire comme le président américain qui a contribué à mettre l'Union soviétique à genoux. Donc, je veux dire, méfions-nous de la notion de compétence et d'incompétence. Les situations s'offrent aussi aux individus avec la possibilité ou non de faire quelque chose de leur pouvoir. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, personnellement. Il y a une chose. Micro. Non. Si, c'est pour l'enregistrement. Il est évident que les institutions, comme vous dites, priment sur le président. C'est évident. D'ailleurs, c'était démontré quand le président actuel avait voulu être plus gentil avec la Palestine. Le Sénat, comment ça s'appelle, le Congrès, dit attention. Si tu es méchant avec Israël, tu n'auras pas ta réforme de la sécurité sociale, déjà. Mais il y a une chose... Tu n'auras pas de sous, oui. Donc, autrement dit, il y a quelque chose... Alors, la politique des présidents, on devrait s'en ficher un peu, puisque, effectivement, ce sont les institutions qui mènent le jeu par-dessous. Alors, il y a une chose que derrière les institutions, on ne parle jamais du programme que Oded Yinon, en Israël, avait... écrit, ça s'appelait Stratégie d'Israël pour les années 80. Et j'ai l'impression qu'on voit se réaliser, mais alors véritablement, point par point, exactement tout ce qu'il préconisait. Je me souviens de cette phrase qui m'avait choqué en 1991. J'ai ressorti de ma bibliothèque l'article qui avait paru dans la revue palestinienne, qui avait repris ça de la revue Kivunim. Merci, c'est toi qui l'avais fait. Oui. Kivunim, qui veut dire orientation, perspective au pluriel. Et là, alors, je me souviens de cette phrase, à la première guerre du Golfe, le démantèlement de l'Irak nous importe encore plus que celui de la Syrie. Mais c'est exactement tout ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens sont au service de tout ça. On n'en parle jamais à la télévision. Au service de quoi? Au service de cette stratégie de démolition, de mise en chaos de tous les États de la région. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Cette stratégie a une source. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Oded Yinon. Non. C'est vous qui le dites, c'est pas lui, il n'est pas là. Donc,
Non, mais s'il y a une stratégie générale, c'est qu'il y a une source de production de la stratégie. Qui produit la stratégie? C'est un petit peu les poupireuses, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que tout en dessous, il y a ce que veut dire Oded Yinon, ensuite il y a le Congrès, puis ensuite il y a le président qui exécute. Non, mais c'est en régression infinie, on arrive à Dieu, n'est-ce pas? Donc, oui, si, mais je veux dire, dans tout ça, il y a des logiques. Moi, je fais de la sociologie historique et des sciences politiques. Et moi, je ne crois pas, je crois aux logiques des choses et parfois aux logiques structurelles, les logiques profondes des choses. Je pense qu'il y a des acteurs qui interviennent effectivement dans l'histoire internationale. Lénine en est un très bon exemple. Mais je pense que Marx a raison quand Marx a écrit que les hommes font leur propre histoire, mais le font dans des conditions qui leur sont données et structurées historiquement, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des logiques qui sont produites par des individus pour programmer l'avenir, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si Dieu est à la fois omniscient et omnipuissant, il ne peut rien faire. Hein? Je voudrais poser une question. Juste pour bien préciser, Oded Yinon, c'est un intellectuel israélien parmi beaucoup d'autres. Son idée n'a rien de, comment dirais-je, de révolutionnaire. Le mouvement sioniste a toujours dit et pensé et expliqué que le démantèlement du Moyen-Orient tel qu'il est aujourd'hui faisait partie des armes à utiliser pour imposer les intérêts à long terme de l'État d'Israël, comme le mouvement sioniste le conçoit. Mais je veux dire, je suis responsable de la publication de cet article au Monde diplomatique, donc je ne vais pas le regretter, mais je veux dire, il n'y a pas là de grands mystères, de grands complots qu'il faudrait révéler. Non, on sait que c'est effectivement un élément essentiel de la pensée sioniste sur la région du Proche et du Moyen-Orient, et que pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas à voir seulement avec Israël, loin de là, une partie de cette pensée s'est mise en œuvre. Non, mais je pense que encore une fois, dans une perspective d'analyse plus structurelle, si des États s'effondrent, il y a peut-être des acteurs extérieurs qui agissent dans ce sens, mais encore faut-il qu'il y ait les conditions internes pour que cet effondrement ait lieu. L'Union soviétique ne s'est pas écroulée parce que Ronald Reagan a dit « tear down this wall ». L'Union soviétique s'est effondrée du fait de logique, ou plutôt d'illogique interne très profonde, n'est-ce pas? De pathologie interne très profonde. N'est-ce pas? Il y a eu une implosion de l'État soviétique, n'est-ce pas? Et l'effondrement de ces États qui ont été construits dans l'indépendance, dans la post-colonialité, à partir de tracés géographiques qui étaient arbitraires, parfaitement arbitraires, des États qui n'ont jamais construit d'État moderne, bureaucratique, relativement autonome. Le fait que la promesse de l'indépendance n'ait jamais été exaucée, n'est-ce pas, là et dans bien d'autres pays. Donc il faut que les conditions soient réunies pour qu'un acteur externe puisse éventuellement agir dessus. Mais ce sont les facteurs internes plutôt qu'externes. Il y a l'interaction entre interne et externe toujours dans les dynamiques sociales internationales. Oui, je vais rester sur la question que je voulais poser, mais c'est vrai que ce point-là est très, très important, mériterait un échange plus approfondi. Moi, la question que je voudrais poser, c'est ce qui s'est passé avec Bernie Sanders. Yeah. Donc, il y a eu, d'après ce qu'on m'a dit, mais moi je ne suis pas en anglais, mais il a à un moment donné fait des déclarations selon lesquelles, quand on lui a posé la question, il n'était pas. On lui a posé la question sur le sionisme. Il a dit si pour garantir, enfin pour l'existence de l'État d'Israël, je suis sioniste, mais si c'est pour refuser le droit des Palestiniens, je suis anti-sioniste. Et à partir de ce moment-là, ou un peu avant, je ne sais pas, il y a des associations musulmanes, enfin, il y a eu tout un mouvement de soutien à Bernie Sanders, plus des acteurs qui n'étaient pas ethniques, disons, enfin, bon, des jeunes Américains, etc., plus sensibles, et même un mouvement juif qui commence à être plus sensible aussi à la nécessité de la paix qui est un État palestinien.
Et dans les négociations qu'il a eues avec Clinton, est-ce qu'elle elle a un petit peu bougé? Est-ce qu'elle doit tenir compte de ça? Comment vous voyez la poursuite de cette dynamique-là? Est-ce qu'il a imposé plus ou moins quelque chose quand il s'est rallié à elle? Malheureusement, je pense que Hillary Clinton ne tient pas compte, mais je renvoie ça, je renvoie le commentaire à Jim. J'aimerais bien que Jim commente là-dessus. Je ne vois pas Clinton en train d'agir en prenant en compte vraiment cette partie importante de la base de l'électorat du Parti démocrate. Jim? Eh bien, il s'est passé ceci, au moins, c'est que Bernie Sanders a pu nommer à la commission du programme du Parti démocrate, qui n'est pas vraiment un programme, ça s'appelle plateforme et ça n'a pas vraiment la substance d'un programme, mais il a pu nommer une minorité de personnes à ce programme et une personne nommée à cette commission du programme qui s'appelle Cornel West, intellectuel afro-américain bien en vue et qui a pu dire dans cette commission et a fait voter la commission sur une motion qui tendait à obliger le Parti démocrate à reconnaître autant les droits des Palestiniens que les droits des Israéliens. Ça paraît petit, mais c'était déjà ça. C'est un pas énorme. Il a dit dans les séances publiques de cette commission qu'il faut traiter les bébés palestiniens comme on traite les bébés israéliens. Il n'y a pas de différence. Bon, bref, ces choses ont été dites et ensuite la commission du programme a voté dessus et cette motion a été battue. Donc il y a un début de conversation au sein du Parti démocrate. C'est déjà ça. Mais Hillary Clinton elle-même n'est pas tenue par ce programme qui... Voilà. Et elle ne sera pas tenue par ça, c'est certain. Gérard? Conduire une analogie entre ce que vous nous avez décrit magnifiquement à propos des États-Unis et puis la conjoncture française. Trump est en train de surfer sur une vague puissante en s'appuyant sur un sentiment anti-immigration qui est semble-t-il, très ancré aux États-Unis et un rejet de l'arabo-islamisme en général. Enfin bon. Est-ce qu'il y a un clivage possible aux États-Unis dans l'opinion publique par rapport à ces deux problèmes, ou bien est-ce qu'on assiste à la même confusion que celle qui est en train de porter au pouvoir peut-être des forces d'extrême droite en France? Je complète la question de Gérard. J'ai été frappé dans plusieurs sondages que j'ai lus par le fait qu'une partie non négligeable de l'électorat de Sanders se reportait sur Trump. Oui, mais pas négligeable. Et ça m'incite à te demander, ou à vous demander, s'il n'y a pas quelque chose de plus profond que la question de l'immigration et la question de l'islam et la question, etc., comme chez nous, c'est-à-dire les conséquences sociales de la crise telles qu'elles sont vécues par des millions et des millions d'Américains et d'Européens. Moi, j'ai l'impression que autant l'islamophobie joue un rôle très important, autant la xénophobie à l'égard des migrants joue un rôle très important, etc., autant le fond du fond, si on va chercher, c'est quand même cette déstabilisation de la partie la plus pauvre de nos sociétés, quoi. Alors, ça me semble être... c'est une remarque importante. Le niveau de vie, alors jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 6 mois à peu près, on constate, toutes les études statistiques le démontrent, une stagnation des niveaux de vie des classes moyennes américaines, c'est-à-dire des foyers ayant un revenu de médian, à peu près, qu'ils ont à peu près au niveau médian, c'est-à-dire $50,000 et un peu plus, 50 à 70 000 $ par foyer. On constate une régression des conditions des petites classes moyennes, une régression des conditions et une aggravation substantielle des conditions des pauvres, que ce soit des pauvres, les minorités noires, les hispaniques, ou que ce soit... Ce sont évidemment des statistiques générales. Il y a
ça dépend de région en région. Mais bon, dans l'ensemble, on constate une régression depuis longtemps qui a été aggravée, accentuée par la crise qui a suivi la crise financière, la crise sociale et économique qui a suivi la crise financière de 2008, qui a accentué ce phénomène-là. Obama, qu'a-t-il fait? Obama a réussi à arrêter une grande dépression. C'est difficile à expliquer au peuple. I stopped the Great Depression. Oui, d'accord, mais ils vivent quand même mal, les gens. Il a arrêté une grande dépression, mais il n'a pas su ni pu, pour des raisons à la fois idéologiques et politiques, il n'a pas su ni pu engager une transformation de l'économie, un renversement des inégalités extraordinaires qui se sont développées aux États-Unis au cours des 30 dernières années, 40 dernières années, et mener une véritable politique de type, disons de type keynésien, de restaurer ou de créer, de restaurer l'État social ou de fonder un nouvel État social qui aurait redonné un semblant de cohérence à la société. Parce que c'est effectivement là, je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'au fond du fond, la cohérence de la société est donnée par l'inclusion sociale. L'inclusion sociale. Pas idéologique, sociale. Donc oui, Trump mobilise la colère, l'angoisse, la peur du déclassement, comme ici, la peur du déclassement, n'est-ce pas? Peur très profonde du déclassement des petites couches moyennes américaines. Il mobilise la colère des, ce qu'on pourrait appeler, mais c'est un peu, c'est très péjoratif, des petits blancs, n'est-ce pas? Des petits blancs, les parties de la population blanche américaine qui ont été délaissés, qui n'ont pas reçu une éducation supérieure, qui sont hors du champ de ce qui fait vibrer les parties de la société qui ont accès à la fois au monde, aux nouvelles technologies, etc. Il sait mobiliser cette peur de déclassement qu'il transfère sur l'autre. L'autre, c'est l'immigré. L'autre, c'est le Mexicain. Le Mexicain qui prend ton boulot. L'autre, c'est l'islam. L'autre, c'est tout ce qui peut mobiliser comme imaginaire de l'extérieur, le monde extérieur, qui vient et qui transforme la société américaine en société multiculturelle, en société mondialisée, c'est-à-dire dans laquelle le libre-échange élimine ce qui restait d'emplois viables pour la classe ouvrière traditionnelle, n'est-ce pas, américaine. Donc là, il y a effectivement des analogies évidentes, me semble-t-il, entre pas simplement la France et toute une série de pays européens et les États-Unis. Et je pense qu'effectivement, la coïncidence que l'on voit simultanément apparaître des mouvements xénophobes, démagogues en Europe, des deux côtés de l'Atlantique et des deux côtés de l'Europe, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, Europe orientale et Europe occidentale, suggère qu'il y a effectivement des causalités communes, similaires, du moins similaires, peut-être pas identiques, absolues, parce qu'il y a des trajectoires nationales qui créent de la spécificité dans chaque cas. Mais effectivement, la question sociale est une question essentielle. J'ai lu récemment, pour conclure là-dessus, j'ai trouvé ça frappant dans sa banalité, quelque part, un article de 3 économistes de renom américains, dont Barry Eichengreen, qui ont fait une analyse statistique sur 30 événements majeurs de dépression économique ou de crise économique grave, dans lesquels ils ont fait une corrélation statistique entre ces grandes crises économiques, dépression ou récession grave, et la montée des extrémismes de droite, démontrant ainsi empiriquement ce que nous savons tous intuitivement, n'est-ce pas? Que nous savons que dans les années 30, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes dans un environnement mondial qui ressemble beaucoup, par certains côtés, qui n'est pas identique, bien évidemment, à l'environnement du début des années 30, des débuts de la Grande Dépression, où il y a effectivement cette turbulence idéologique qui accompagne des souffrances sociales majeures, n'est-ce pas? Puisqu'il est au fond assez vain d'ironiser sur l'ignorance, l'inculture peut-être surjouée de Donald Trump, puisque, comme vous l'avez souligné, il est impossible d'extrapoler
son pédigré familial en termes de traduction de choix politiques. Que sait-on de ceux qui, dans son entourage, peuvent avoir une influence sur sa vision du monde? Y a-t-il autour de lui des gens, fussent-ils très marqués idéologiquement, qui ont son oreille, qui peuvent façonner d'une certaine manière sa perception du monde et des enjeux à venir? Et si oui, quels sont-ils? Connaît-on leur profil? Merci. Son directeur de campagne, Arm Accord, qui a été remercié il y a 3 semaines, était un intime de Vladimir Poutine et de 25 oligarques ukrainiens. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, dont la source n'est peut-être pas nécessairement très nette, autour de Trump. Ses conseillers militaires et de sécurité, il a rassemblé un groupe totalement hétérogène, mais totalement hétérogène, de figures essentiellement inconnues ou peu connues, des institutions de sécurité et de renseignement, dont l'ancien directeur du Defense Intelligence Agency, du service de renseignement militaire, qui est un extrémiste, lui, anti-musulman, xénophobe, chrétien fondamentaliste, tout ce qu'on veut, et qui fait des déclarations régulières disant que la guerre, c'est la guerre et il faut tuer. C'est pas un programme, ça. Hein. Moi, est-ce que ce monsieur a une influence prépondérante sur Donald Trump? Je ne le pense pas. Il les a choisis comme ça, au hasard, n'est-ce pas? C'est un autocrate. Trump est un autocrate. Les gens autour de lui sont un peu des pions qui prend, qui jette, etc., n'est-ce pas? C'est un peu comme ces femmes. Donc moi, je ne pense, moi en tout cas personnellement, je ne peux pas pour l'instant dire qu'il y a telle ou telle personne qui a une influence idéologique prépondérante sur Trump, ou tel groupe d'intérêts qui aurait une influence prédominante sur Trump. Il ne représente pas le capitalisme transnational, les segments du capital transnational qui ont traditionnellement dominé, par exemple, les grandes décisions en politique économique internationale, des deux parties. Il ne représente pas non plus, et ça c'est plus curieux, les grands intérêts économiques nationaux, proprement nationaux, le complexe militaire ou industriel. Il n'en a jamais fait partie, il n'a jamais été proche de ça. Donc il n'est pas non plus typiquement associé au complexe militaire ou industriel, bien que son nationalisme, quoique son nationalisme pourrait le faire aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? Peut-être est-il en train de tisser des liens avec ce segment du capital segment du capital, pour utiliser certaines terminologies, n'est-ce pas? Ce segment du capital qui est plus nationalisé qu'internationalisé. Et il n'est pas particulièrement proche de telle ou telle communauté politique traditionnelle. Il n'a jamais fait de politique. Il a donné beaucoup d'argent à Hillary Clinton lors de sa campagne pour les sénatoriales à New York. Et puis après, il a donné beaucoup d'argent, comme on le sait, au gouverneur républicain de New Jersey, Chris Christie, qui est actuellement un de ses membres de campagne. Donc, je pense que véritablement, dans ce sens-là, c'est une figure qui est en train de se construire, beaucoup, beaucoup trop tard. Une pensée politique qui n'est pas une pensée. Ce sont des gestes, ce sont des cris, ce sont des meuglements, ce sont toute une série de choses, mais qui ne constituent pas une politique. Le jour viendra où on saura, évidemment, si jamais il est élu, on saura certaines des choses qui du point de vue des profondeurs de sa psyché, se traduiront par l'élaboration d'une politique. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Hein. Et on est à 48 jours, 47 jours des élections. On est là devant la faillite complète, la faillite historique et complète du Parti républicain, n'est-ce pas? Justement, peut-être pour terminer, parce qu'il est presque l'heure, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à la philosophie. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup depuis 1 an ou 2, c'est que nous sommes devant un chaos
notamment au Moyen-Orient, qui est le résultat des guerres. Ce sont, oui, bien sûr, en partie les guerres qui ont créé ce chaos. Et les élites politiques et militaires, aussi bien américaines qu'européennes, n'ont pas de réponse à cette situation, sinon que de dire qu'il faut rajouter de la guerre à la guerre. Et encore, une partie de ces élites ne croit plus à ça. Mais on peut se demander s'il n'y a pas aujourd'hui une espèce d'incapacité de l'instrument militaire lui-même, de la guerre elle-même, à résoudre les problèmes. On ne peut pas nier que la guerre, dans l'histoire, ait pu résoudre telle ou telle situation. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Qu'on est devant une espèce d'épuisement de la guerre, autre que la guerre civile, la guerre d'acharnement. On tue beaucoup, mais on ne sait pas très bien pourquoi on tue. Alors ça, c'est le sujet de 2 ou 3 heures de discussion au moins. Tu as 2 minutes. La perspective qui est devant nous est une perspective qui est difficile, qui est triste, puisqu'on est devant la perspective de la gestion, c'est implicite dans tes commentaires, de la politique qui soit une politique réduite à la gestion de la violence et la gestion du chaos, dans cette région du monde, du moins, n'est-ce pas? Que les possibilités de la politique, les possibilités d'action, les leviers de la politique sont contraints simplement à ça. Que la politique américaine sera, et est d'ailleurs, c'est ça la politique américaine aujourd'hui dans la région, à part l'Iran, n'est-ce pas, qu'il y a une pensée stratégique derrière. Il n'y a pas de politique. La politique est une politique pragmatique de gestion des chaos pour qu'il n'y ait pas débordement trop puissant sur nos rives supposément civilisées, n'est-ce pas? Nous sommes en même temps devant une pauvreté de la philosophie, et une philosophie de la pauvreté aussi d'ailleurs, une pauvreté de la philosophie, c'est-à-dire une incapacité à penser le monde tel qu'il est et à penser ce qu'il devrait être, le normatif, n'est-ce pas? À penser ce qu'il est, puisque le monde est éclaté, le monde est la possibilité de comprendre ce que le monde est en train de devenir est très difficile. Nous sommes assez largement dans le brouillard sur comment le monde aujourd'hui tourne, n'est-ce pas? La fin de la guerre froide a beaucoup contribué à ça, parce que la guerre froide, ce qu'on appelle la guerre froide, au moins avait cette vertu dans la difficulté, dans la violence qu'était la guerre froide, dite froide, avait la vertu de la clarté, n'est-ce pas? On savait plus ou moins de quel côté on était. Et si on n'était pas d'un côté de l'autre, au moins on pouvait comprendre ce qui se passait, n'est-ce pas? C'était clair, c'était simple. Une certaine forme de simplification des relations internationales et de la pensée, n'est-ce pas? On était libéral, on était antilibéral, on était ci, on était ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Les lignes de démarcation sont beaucoup plus floues. Il est difficile de se positionner, n'est-ce pas? Quand on me demande à la radio, assez souvent d'ailleurs, comment je me positionne vis-à-vis de la Syrie et de l'intervention en Syrie, et que je ne donne pas une réponse claire, on me demande, mais où est votre morale, n'est-ce pas? Et le fait que je ne puisse pas donner une réponse claire, c'est parce que je ne sais plus exactement comment définir comment les frontières de la morale se situent par rapport aux frontières de la politique, n'est-ce pas? Et de la sociologie. Qu'on n'est pas là dans des questionnements simples, mais dans des questionnements très complexes, et qu'il serait bien sûr beaucoup plus facile pour moi de dénoncer, évidemment, les crimes contre l'humanité des uns, mais aussi des autres, de dénoncer ces crimes et de dire qu'il faut agir contre ces crimes. Mais c'est comme l'objecteur de conscience, n'est-ce pas? L'objecteur de conscience dans une guerre est soit inefficace, parce qu'en objectant, il n'arrêtera pas la guerre. Généralement, il n'arrête pas la guerre, n'est-ce pas? Parce que c'est un acte individuel, n'est-ce pas? Et étant inefficace, il ne peut pas être moralement content de son action. Soit il est inefficace, soit il est égoïste dans le sens que son action est destinée à se donner à soi-même l'idée d'une morale, d'une certaine forme de pureté morale supérieure à celle de la société dans son ensemble. Moi, je ne suis pas un utilitariste. Je ne pense pas que la seule chose qu'il faut penser, c'est les conséquences de l'action.
Il faut aussi penser la morale, il faut aussi penser l'éthique politique, mais il faut essayer de les joindre, et c'est une jonction très complexe et difficile aujourd'hui, de les joindre de telle façon à ce qu'on puisse agir correctement sur le présent. Donc les interventions militaires, effectivement, les interventions militaires, pourquoi faire ? Pourquoi faire et dans quel but éthique, n'est-ce pas ? Dans quel but éthique ? La guerre ne résout rien. La guerre ne résout quelque chose que lorsque le résultat de la guerre est absolu, n'est-ce pas ? Quand l'Allemagne nazie est défaite absolument, là, la guerre, on sait quelle a été la signification de la guerre. Hein. Quand le Japon militariste, fasciste, est défait complètement, on sait quelle est la finalité, la signification de la guerre. Autrement, la guerre n'a que signification qu'une épreuve de volonté entre différents acteurs. Et cette épreuve de volonté, si elle n'a pas de finalité politique sensée pour nous, hein, devient une incohérence parmi d'autres dans un monde d'aujourd'hui difficilement gérable. Merci Philippe Golub. Un peu de clarté dans un monde assez sombre, mais c'était passionnant. Merci à toi. Merci.